Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, le processus électoral en cours, quel enjeu pour la refondation du Tchad? Voilà une thématique assez édifiante en cette phase 2 de la transition. Et pour débattre de l'intérêt que révèle cette thématique, nous recevons dans le cadre de la célébration de l'an 2 de la transition deux acteurs politiques. Il s'agit de Abdraman Djasnabaye, président du parti Alliance tchadienne pour la démocratie et le développement. Il fut aussi plusieurs fois membre du gouvernement. Il est conseiller spécial du Premier ministre de l'Union nationale, conseiller au sein du cadre national de concertation politique. Il est aussi ambassadeur pour la paix, ambassadeur de la paix. Bonjour. Bonjour. Notre second invité, c'est M. Bongoro Théophile, juriste d'affaires notaire, président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad, PREI, vice-président de la Commission politique générale, loi, institutions et liberté du Conseil national de transition. Bonjour. Bonjour, cher Doba. Bonjour à vos techniciens et bonjour à vos téléspectateurs aussi. Merci. Chers invités, après vous avez eu à participer au dialogue national inclusif et souverain, une rencontre qui a permis aux participants de débattre de fond en comble les problèmes qui minent le développement socio-économique du pays. Les langues se sont certes déliées. Il ressort essentiellement que les participants ont insisté sur le mot la refondation du Tchad. Qu'est-ce que vous entendez par la refondation? On commence par le plus âgé, le doyen Abdraman Djasnabaye. Qu'est-ce que vous entendez par... J'entends par refondation. Oui. Nous sommes dans un système où il faut revoir tous les fondamentaux de l'État. Qu'est-ce que j'entends par fondamentaux? C'est-à-dire il y a l'ensemble du territoire qu'il faut revoir. Il y a les volets, nous sommes dans la phase où on prépare un référendum pour aller vers une nouvelle constitution. Et tous les anciens textes des années 60, il faut revoir, y compris les textes concernant les coopérations internationales, multilatérales. Tout ça, ce sont des questions qui vont voir. Et puis tous les textes qui régissent les libertés, les textes qui régissent la vie de tous les jours des Tchadiens. Donc il faut les revoir. Et également, il faut aller vers les pratiques. Parce qu'il y a les textes, nous avons quelquefois des bons textes, mais nous avons des pratiques qui font que... C'est de chercher maintenant à lier la théorie à la pratique. À la pratique. Donc voilà un peu en gros, hein, si résumé, ce que j'entends par refondation et qu'il faut revoir de fond en comble de façon à faire en sorte que, y compris au niveau des procès électoraux, il faut les revoir. Ça fait partie des refondations. Et faire en sorte que des acteurs majeurs arrivent, des nouveaux et des anciens, mais aussi ce qui puisse cela permettre d'aller vers de vraies élections authentiques, pour permettre aussi l'alternance si possible. Voilà un peu ce que j'entends par refondation actuellement. Oui. Maître Bongoro, en tant que juriste, qu'est-ce que vous entendez par refondation? Écoutez, la date du 20 avril 2021 a inauguré un tournant décisif dans la vie politique du Tchad, par la mise en arrêt des institutions qui existaient à l'époque. Nous sommes trouvés dans des cas que les constitutions n'ont jamais prévus, et voire même dans les amphithéâtres. C'est une situation qui n'a jamais été enseignée, où on déclarait un candidat gagnant d'une consultation électorale, plus précisément à la présidentielle, et il mourait en même temps. Oui. Et vous voyez... la loi fondamentale prévoyait qu'il y ait des voies de recours pour que le résultat soit définitif. La saisine de la Cour suprême avec un délai donné, la CENI ayant donné le résultat et tout ça, devait ouvrir les voies plutôt au recours. On s'est retrouvé dans une situation très difficile. Et quand bien même le Tchad a existé et existait à la date de ce jour-là, mais il s'est trouvé que c'était d'abord une peine pour les Tchadiens, mais en même temps une aubaine. Aubaine, c'est pas parce que l'ancien pouvoir avait freiné les cas de fer. Ce qui peut paraître comme une explosion. Pourquoi c'est une aubaine? Aubaine parce que, oui, aujourd'hui on parle de refondation. C'est-à-dire on a réfléchi. On réfléchit sur le Tchad dans ce qui lui est essentiel, ce qui lui est basique. Basique, c'est quoi? C'est ce qui régit nos vies. L'État, les trois pouvoirs, et avec les interpénétrations entre elles, et l'exercice même de nos droits et devoirs des citoyens doit être revu.
Donc ce qui a amené les acteurs, ceux qui le voulaient, à se retrouver dans une assise qu'on a qualifiée de dialogue national inclusif et souverain, et quand bien même une partie n'a pas voulu y être, et j'ai l'habitude de dire c'est ça, le chat de la démocratie. Oui, oui. Parce que l'unanimité, ce n'est plus la démocratie. C'est aussi la liberté. Il faut qu'il y ait la majorité qui se retrouve. Je crois que ce fut le cas pendant ces 2 mois-là. D'août, je crois, en octobre, hein, quelque chose comme ça, voilà. Donc il en est sorti les vœux qui se sont mués en résolutions et recommandations que ceux qui avaient pris part, n'ayant pas fermé la porte aux autres, se sont décidés à mettre tout ça en pratique. Donc c'est ce qui a donné lieu à cette réflexion qu'on va vers la refondation. Refondation, c'est pas remettre en cause tout, parce qu'il y a des valeurs bonnes qu'on peut garder. Mais des choses qui méritent d'être changées doivent l'être dans l'aspiration de nos populations. Mais nous ne le ferons pas comme ça. Ce qui se dessine, normalement d'ici octobre, et peut-être novembre, décembre, si tel est que le pari est tenu, qu'il faut aller consulter le peuple pour qu'il dise qu'est-ce qu'il veut de bien pour lui, en termes d'abord principalement de la forme de l'État qu'il veut et les organes qu'il voudra qui puissent régenter sa vie désormais, qui doivent être constitutionnalisés. D'accord. Voilà, oui, après cette définition succincte de la refondation, Président Diassana, alors dites-nous sur quelle base doit se faire réellement, concrètement, cette refondation. Cette refondation doit se faire sur la base du dialogue. Nous avons eu un dialogue, il y a des résolutions et des recommandations. Les gens ont échangé sérieusement, ils ont fait des propositions. Maintenant, il y a des pertinentes recommandations et résolutions sur lesquelles il faut maintenant réfléchir et les mettre en œuvre. Et cette recommandation-là, elle va se faire à partir, en réalité, de l'adoption de la nouvelle constitution et des nouvelles élections. Mais en attendant, la transition, elle est là pour préparer ces référendums-là. Et entre-temps, il y a des textes, surtout notamment ce qui concerne le processus électoral, qu'il faut revoir. En ce qui concerne la charte des partis, en ce qui concerne l'organe qui va gérer. Bon là, on parle de Courarec, mais après, ce sera un autre organe qui va gérer les élections présidentielles, législatives et communales. Donc il faut absolument se préparer pour faire en sorte que les Tchadiens puissent répondre en tenant compte de leur avis et de leurs choix. Il ne faut pas que les choix soient biaisés. Donc c'est toute la question pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle refondation. Il ne faut pas qu'on refasse encore les mêmes choses. Celui qui n'a pas gagné, on peut le Coran, etc. Et le débat a déjà fait jour à ces sujets-là. Donc je pense qu'il faut que toute raison gardée, faire en sorte que les résolutions qui sont sorties de ces dialogues-là puissent être absolument appliquées et mises en œuvre. Oui, en tant que conseiller du Premier ministre de transition, s'il fallait faire un petit bilan par rapport à la mise en œuvre des résolutions et recommandations prises à ces Denis, alors dites-nous comment vous voyez en tant qu'acteur politique. Bon, moi je pense qu'il y a déjà des retards par rapport au programme qui est prévu. Là actuellement, nous avons eu quelques structures, telles que le Haut Conseil, au comité qui est en train de charger des suivis des recommandations du dialogue. Il y a également le comité technique qui a préparé sur l'avant-projet de la Constitution qui sera examiné, y compris par les acteurs politiques. Ça viendra à l'exécutif, donc au gouvernement de voir, et ensuite ça ira au niveau du Conseil national de transition qui va l'adopter, et enfin, ce sera le peuple tchadien qui va se prononcer. Mais tout ça, c'est une machine lourde. Hein. Et pour le moment, il me semble qu'il y a des textes qui sont pris en compte. Mais je sens déjà un retard. Et il faut accélérer la machine. Ce n'est pas facile. Au Tchad, quelque chose qui se peut se faire en une journée, ça peut prendre une semaine. Et ça, ces habitudes-là, il faut en sortir. Donc je crois que les textes qui sont pris, il y a des textes qui sont critiquables. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais l'essentiel est qu'il faut aller résolument vers ces référendums-là pour permettre aux Tchadiens, après, de faire le choix entre État unitaire et État fédéral. Parce que c'est la question qui se pose dans un premier temps. Et après, il faut aller vers des élections que je viens d'énumérer tout à l'heure. Oui, Maître Théophile Bongoro, vous êtes vice-président de la commission politique générale.
loi institution et liberté du Conseil national de transition. Vous avez participé à la phase 1 de la transition au Conseil national de transition et vous êtes aujourd'hui encore dans la phase 2, toujours au Conseil national de transition. S'il y a lieu de tirer un bilan par rapport aux actions menées par le Conseil national de transition, en fait, quelle est l'implication du Conseil national de transition dans la gestion de la phase 1 et de la phase 2 de cette transition? Permettez, monsieur, en termes de loi? Oui, permettez, monsieur Douba, avant que je ne vienne vous faire un peu un regard synoptique de ce que nous avons pu engranger comme texte législatif au niveau du CNT. Et vous m'avez présenté comme étant chef d'un parti. Oui. Vous voyez, un tout petit peu, c'est pas pour faire le procès ou chercher les écueils au dialogue national inclusif. Il s'est trouvé qu'on a innové, je crois, par rapport à 93, en laissant la latitude au président de la République de choisir son Premier ministre. Et ce que je craignais, si vous voulez, ce que je redoutais, en termes de légitimité, commence par se poser un tout petit peu. Quand l'actualité, vous vous souvenez un tout petit peu, que le parti du Premier ministre actuel s'est fendu d'un communiqué pour fendre son compagnon du jour. C'est-à-dire, il y a déjà des doutes. Des problèmes. Il y a des problèmes. Moi, je dis, voilà, je voyais ça venir. Oui, oui. Ce qu'on nous a posé est qu'il ne faut pas que la pâle copie de 93 revienne en termes de crise au sommet entre Mungar et le président d'alors, de regretter mémoire, le maréchal du Tchad. Mais nous avons trouvé la troisième voie que personne n'avait voulu expérimenter, était qu'on fasse une shortlist, les Tchadiens bien sûr, on va pas faire venir les Afghans ou les Ukrainiens, on fasse une shortlist de Premier ministre 3, 7, 3, 5, 7. Et que dans ça, on oublie le président à choisir. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on a laissé la latitude au président de la République de choisir le Premier ministre qui a pris à bas le corps de mener à bien sa mission pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Mais vous savez que lui, il a un bâton, c'est de l'enlever comme il le pourra. Un tout petit peu. Et puis l'autre aussi ne pourra pas, le Premier, se réclamer d'une quelconque légitimité parce qu'il ne tient sa force que du président de la République. Ce qui fait quoi? Qu'au niveau du CNT maintenant, je rechute pour aller là-bas. Oui, à ma question. Nous avions certes reçu des lois. Nous avons même critiqué en partie un peu la ruse que le gouvernement a eu à en faire usage concernant certains textes sensibles, en profitant des vacances parlementaires et puis qui prennent ça en termes d'ordonnance qu'on nous soumet juste pour ratification. Ce qui fait que c'est le fait accompli. C'est là, c'est quoi? C'est de voter oui ou non, on ne ratifie pas l'ordonnance. Or, on aurait souhaité qu'on nous laisse aller au fond des textes, parce que, comme on a dit, ils font refondation. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les républiques précédentes, de l'indépendance à nos jours? Et c'est vrai, on ne va pas mettre le curseur peut-être là-bas, parce qu'il y a eu 93 quand même, avec les textes qui ont émaillé l'existence du Tchad jusqu'à la date du 20 avril 2021. Mais c'est l'essentiel. Pour nous, c'était de se contenter sur l'essentiel pour voir où ça a buté, où ça fait mal. Pourquoi faudra-t-il opérer peut-être un choix chirurgical en fonction de ce qu'on a recensé comme faiblesse des textes, ou bien comme leur force quitte à renforcer, ou bien comme étant les difficultés d'applicabilité qui doivent amener autant. Pour moi, les acteurs que nous sommes, parce que le CNT n'est pas seul, à bord, les projets de loi viennent du gouvernement. Depuis que je suis là-bas, il n'y a pas encore une proposition de loi, quand bien nous avons la faculté. C'est ça. Donc, le gouvernement qui est aux manettes nous envoie les textes qui doivent régenter notre vie jusqu'à, normalement, la mise sur place du pouvoir qui va être élu. Nous avons fait notre travail en pensant que le gouvernement a réfléchi de sorte à ce que, au centre de son action, que ce soit l'intérêt du Tchad. Mais nous avons eu quand même à lire entre les lignes que certaines lois sont faites peut-être à tête chercheuse ou à dessein. Je ne le dirai pas assez, mais on n'a pas eu les mains libres. Bon, c'est une pratique parlementaire. Objectivement, oui. Voilà, on ne pourra rien faire, parce que moi, c'est ce que ma commission, je l'ai dit un jour, justement, que comme on n'a pas limitativement énuméré les matières dans lesquelles le président de la République ne pourrait pas légiférer pour cette période, il a les mains libres, quitte à nous de sanctionner. Mais depuis lors, je crois qu'il n'y a jamais eu un nom
en termes de ratification sur les lois qui nous ont été présentées. Donc, bon an, mal an, aujourd'hui, nous en sommes à la mise sur pied de la CONOREC. La CONOREC qui est, je crois, que le dernier acte fort devant nous conduire. Oui, nous allons arriver à la question. Voilà. Tout de suite, dans votre logique, dans vos explications, vous semblerez évoquer un esprit de doute au sein des partis politiques dits de l'opposition, qui émet déjà des réserves de doute par rapport à cette finalité de transition. Nous avons le conseiller du Premier ministre de transition qui est là. Alors, que dites-vous du doute qui plane déjà au sein de certains partis politiques de l'opposition qui ont accepté d'accompagner cette transition? Oui, d'abord, il faut le dire que je ne suis pas ici au titre de conseiller spécial du Premier ministre. Oui. Si c'est ça, je ne pourrais pas être libre pour parler. Mais en tant que doyen... Je voudrais être libre pour parler en tant qu'acteur politique. Voilà, allez-y en tant qu'acteur politique. Je laisse le titre de conseiller spécial à côté. Oui. Et je prends l'acteur politique que je suis et qui peut vous parler librement en toute franchise. Vous avez cette liberté, Président. Voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des doutes. Les doutes là, ce n'est pas aujourd'hui. Dès le départ, dès la mise en place de cette CONOREC, il y a eu des doutes. Parce que dans sa composition même. Mais qu'est-ce qu'on reproche d'abord à cette CONOREC? Bon, on a dit que c'est inclusif, c'est pas inclusif. C'est-à-dire le dialogue parle d'inclusivité. Mais quand on prend le CONOREC, bon, c'est composé du gouvernement et du CNT. Et là encore, c'est pas tout le monde, donc c'est limité. Bien sûr, en province, et là encore, on peut se dire, quand vous voyez l'image, par exemple, de ce qu'on a vu récemment là, au Chari Bagirmi, à Massénia, vous voyez des ministres qui composent cette... Et c'est eux qui gèrent ça. Et les gens peuvent avoir raison de se douter, d'avoir des doutes. Parce que il n'y a pas d'équilibre dans sa composition. Parce que, bon, les gens, quand vous êtes au gouvernement, bon, vous suivez des lignes. Il aurait fallu que cette composition, même au niveau national, elle est présidée par le ministre de l'administration. Ça aussi, c'est un problème. Bon, il est évident qu'à partir de là, les doutes peuvent naître. Et sur le terrain, vous trouvez, ce sont les gouverneurs qui président. Au niveau des départements, vous trouvez des préfets qui président. Au niveau des sous-préfectures, vous trouvez des sous-préfets qui président. Et ce qui m'a étonné, on a parlé de communiqué, c'est qu'un des partis majeurs qui gère la transition s'est fendu d'un communiqué pour critiquer. C'est pour ça que j'ai dit, bon, en droit, on dit, en face de moi, un juriste, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On sait très bien, tout le monde le sait, y compris les partis en question, que le gouverneur, les préfets, les sous-préfets sont à plus de 90% militants d'un parti. Et si vous les mettez pour présider, vous pensez que vous allez obtenir le résultat d'une certaine objectivité sur le terrain et vous laissez au gouverneur d'organiser ces référendums. Ça pose un problème. Mais qu'est-ce que vous suggérez, Président? Non, mais là, c'est-à-dire que, logiquement, l'expérience que j'ai, normalement, on doit d'abord mettre le cadre de concertation des partis politiques. D'habitude, c'est comme ça. Qui, lui, va mettre en place CONOREC ou CENI, ce qu'on veut. D'une certaine manière, il faut revoir la copie, parce que même ce qui s'était passé avant n'est pas bon. Donc, il faut revoir la copie de façon à ce qu'il y ait un certain équilibre. Le vrai débat, là, c'est entre les partis, les gens qui veulent l'État unitaire et ceux qui veulent l'État fédéral. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, et tout le monde soutient le programme qui est sorti du dialogue, qui est le programme du gouvernement actuel. À partir de ce moment-là, on doit trouver un équilibre dans les compositions. Ce n'est pas fait. Maintenant, c'est vrai, c'est lancé, et même les mêmes partis, dont les chefs et signataires de ces textes-là, mais portent critique dès le lancement de l'opération. C'est pour ça que j'ai trouvé que non, on ne peut pas à la fois dire une chose et son contraire. Donc il faut revoir cette copie, et donc c'est normal que si déjà le parti même dont le chef est quand même le chef de gouvernement critique, alors pourquoi pas les autres doivent avoir plus de doutes? Et c'est un problème. Donc moi je pense que c'est fait. On n'a rien dit. Les gens doivent réagir plus tôt, ils ne l'ont pas fait. Maintenant les gens sont sur le terrain attendant
que les résultats du terrain reviennent et qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il faut apprécier comment? Mais on sait déjà que dès le départ, là, c'était... La composition, elle ne pouvait pas permettre, et ça, je le pense sincèrement, quelque chose d'équitable qui puisse permettre aux gens d'avoir un certain équilibre dans la composition de se connecter tant au niveau national qu'au niveau des provinces. Et bon, là, les gens peuvent avoir des doutes dès lors qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Au niveau même de l'organisation, de la composition, ce n'est pas seulement au niveau de dire de ce qu'on a ramassé après les partis, etc., sur le terrain, mais de ceux qui coiffent. Et c'est là, ils vont jouer quel rôle? Ils vont dire que non, on va jouer à l'équilibre? Non, ils vont jouer en fonction des responsabilités qu'ils ont, de la responsabilité qu'ils ont, et à partir de là, on peut se poser des questions. Et donc je comprends l'attitude des partis qui ont des doutes. Oui, pour ne pas trop s'écarter aussi de la thématique qui est ici la refondation en se basant sur le processus électoral. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle est donc votre responsabilité dans cette phase de refondation, comme nous l'avons si bien ébauché à l'entrée de notre émission ici? Je vous répondais tout de go que nous voudrions bien assumer certaines responsabilités à certaines conditions. Mais encore que qu'on nous laisse la main libre et qu'on nous ait associés à un certain degré ou à un certain niveau de prise de décision quelconque, ce ne fut pas le cas. Et je pense que mon vis-à-vis qui m'a si bien dit que déjà le problème se posait à la composition de certains organes. Et vous savez que le CONAREC ou la CONAREC, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, c'est un organe qui, normalement, avant-gardiste, qui doit ouvrir la vanne au reste. Ça veut dire quoi? Dès lors qu'on s'accorde sur l'essentiel de comment nous voulions être gouvernés, avec quelle forme de l'État nous le souhaitons, et les organes que nous choisirons, avec les attributions qui leur seront faites, et ainsi que les droits des citoyens. Je crois que c'est un peu ça, les constitutions. Dès qu'on sera accordé dessus, je pense que ça va ouvrir, ça donne voie maintenant aux autres élections, aux trois que vous connaissez, les locales, les législatives et puis la présidentielle. Bon, les sénatoriales, ça viendra avec la forme de ce qu'on va adopter. Est-ce qu'il y aura sénatorial ou pas? Ou bien la forme de l'État. Vous parlez des conseils régionaux. Si on va à l'État unitaire. Parce que le choix sera demandé au peuple. Enfin, il sera demandé au peuple de choisir entre la forme fédérale et la forme unitaire de l'État. Donc, l'une ou l'autre forme comporte en elle le mode d'expression populaire de nos citoyens en termes de vote, parce qu'on va les consulter à tout moment. Et l'une ou l'autre aussi dépendra, selon le standard quand même du droit constitutionnel, certains organes. Parce que si on va à l'État unitaire, ce serait les conseils régionaux, et ainsi de suite. Quand on va à l'État fédéral, ce serait les États fédérés avec tout leur parlement à l'intérieur. Alors, maintenant, pour y arriver, il fallait passer par cet organe. Mais là, on s'est trompé sur l'ordre des passages. Je crois que la concertation de partis politiques devait précéder la CONAREC. Donc l'État d'autorité a mis sur pied la CONAREC. Moi, quand j'ai vu sur... Mais pourtant, la loi est passée devant vous. Ben oui, mais attends, une voix, deux voix... Non, mais la loi est passée devant vous. Vous avez voté oui. Vous avez voté oui. Écoutez, oui, certes. Oui, certes. Mais c'est venu sous forme aussi d'ordonnance. C'est venu sous forme d'ordonnance. La CONAREC. C'est venu sous forme d'ordonnance. Parce qu'on était en vacances, quand le président de la République a signé une ordonnance, et nous, on a entériné. Donc l'ordonnance, comme j'avais dit, son sort est lié à deux réponses. Oui ou non. Ouais. Mais vous allez beau profendre ça en salle, ce serait prêcher dans le désert. Donc voilà, on s'est retrouvé avec 15 membres du CNT et 5 du gouvernement. Est-ce que ces organes ont-ils besoin d'administrer ou bien de siéger dans une structure fut-elle précaire mais fondamentale, il faut qu'on se le dise, parce qu'il s'agit là d'adopter une constitution. J'ai trouvé qu'il y a de la tricherie déjà à ce niveau. Les acteurs qui sont concernés, qui sont en réalité les composantes même de notre nation, la société tchadienne prise dans tous ses segments, partis politiques, société civile, ADH, monde paysan, monde rural, les femmes et tout, personne n'a été associé. Or, fondation ou refondation, ou voire même le Tchad nouveau, je peux l'appeler comme ça, ne doit pas exclure cette composante-là.
dans tout le processus des prises de décision et combien de fois les organes qui doivent concourir à ces prises de décision. Mais là, quand vous prenez le Parlement provisoire, déjà, le choix pour des gens qui ont siégé là-bas a fait de gorges chaudes à un moment donné. Le gouvernement, ça, la nature de laisser au président de la République. Il nomme qui il veut, il démet qui il veut. Mais là-bas, on a voulu que le Tchad nouveau, dans sa miniature, puisse se retrouver là. Là, il y a eu des... Vous savez, les réactions qui ont amené un ministre même à être démis. Parce qu'il n'a pas été élégant vis-à-vis d'un de ses collègues, hein, qui est dans le centre de cette décision. Et le problème se pose à ce niveau. Quand le ministre de l'administration du territoire chapeaute un organe, tout de suite, ce n'est pas tout le monde qui se retrouve. À plus forte raison, toi et moi, nous, et ceux qui nous regardent, savent qu'en réalité aujourd'hui, qui est membre du gouvernement, qui ne l'est pas. Nous, ce qui a guidé notre choix pour peut-être prendre part à ces débats ou bien siéger dans ces organes, c'est le seul principe que ce qui se fera pour nous, sans nous, se fera contre nous. Donc nous sommes un peu la sentinelle pour voir qu'est-ce que la loi est là. Parce que le parti politique, c'est d'abord ça. C'est de faire de sorte à accéder au pouvoir suprême, mais en passant par les différentes étapes. Il n'y aura plus d'élections, comme je vous l'avais dit tout de suite. D'accord, d'accord. Donc voilà. Et cette attitude du gouvernement tendant à s'accaparer de cet organe, c'est vrai. Le Premier ministre a dû dire que ce n'est pas si essentiel. Et voilà. C'est son parti qui a envoyé le premier salve. Non, on n'a pas besoin de le citer. Oui, attends, c'est une institution. Premier ministère, c'est une institution, Oui, c'est pas un individu. oui, On n'a pas cité le nom de la personne qui siège là. C'est ça. Mais c'est quand même, le rattachement entre lui et son parti, c'est connu. Les premiers ministres sont partis. Combien de fois, nous, les jeunes formations, pas petits, mais les jeunes formations, pour chuter, nous, par exemple, mon vis-à-vis a parlé de Massénia. Nous sommes le seul parti aujourd'hui, là-bas, à avoir un siège qui est animé. Le parti prêt. Hein. Mais le parti n'est pas peut-être connu sur... Oui, mais le siège qui est animé, c'est la région, pour ne pas dire la province, qui sait quel est le parti qui est là. Non, peut-être que le parti n'est pas connu sur le plan national. Sur 13 membres, on donne 3. Oui, mais localement. Parce qu'on allait installer l'organe régional, pour ne pas dire provincial. Nous sommes en face de la maison du chef, non loin du gouvernorat. C'est le parti le plus animé en ce moment avec un siège. Ça nous coûte ce que ça coûte quand vous connaissez la difficulté des partis à faire fonctionner les organes. On ne nous a pas associés. Et comme le président local là-bas, provincial, c'est un ancien collaborateur de l'administration, a dû taper du poing sur la table, on nous donne rendez-vous qu'on va vous mettre dans l'organe départemental. Vous ne pouvez pas siéger dans le régional. Vous voyez tout petit peu. Bon, ça fait il y a de la tricherie, il y a la ruse qui est déjà. Oui, ça fera pas aussi l'objet d'une revendication sur cette émission ici. Doyen Abdelrahmane Diassanaba, vous, en tant que vieux acteur politique doyen, quel est donc votre niveau de responsabilité dans cette phase 2 de la transition pour qu'on arrive à une refondation d'une de ces normes? Quelle est notre responsabilité En tant qu'acteur politique? En tant qu'acteur politique? Oui. Bon, moi je pense que c'est l'ensemble des gens qui portent cette responsabilité-là. Dans la mesure où nous n'avons pas, après le dialogue, les gens ont débattu, ils ont fait des résolutions et des recommandations. Il y a un gouvernement qui doit l'appliquer. Mais maintenant, nous, ce n'est pas seulement les anciens qui doivent parler. J'aurais souhaité que dès lors que la Corée a été mise en place et qu'on voit, on sait déjà qu'il y a des difficultés, mais il doit y avoir des réactions fortes, de façon à faire en sorte que le gouvernement puisse revenir, réaménager un certain nombre de choses. Mais ça n'est pas le cas. Les gens sont tués, les gens n'ont rien dit. Nous qui sommes anciens et dans certaines structures, nous réagissons à travers ces structures-là. Mais c'est pas entendu. Ce que je vous dis, c'est mon sentiment. Je peux dire que j'ai fait passer ces messages. Que non, c'est pas équilibré. Mais si c'est pas pris, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité, elle est partagée avec tout le monde. Tous les acteurs politiques, la société civile aussi qui n'a pas suffisamment réagi, qui réagit tardivement d'ailleurs. Et c'est un peu tard. Là, les choses sont lancées. Mais il est difficile maintenant de rattraper. On aurait dû dire non. Il faut d'abord mettre le cadre de concertation des partis politiques avant, tenant compte de l'expérience du passé. Mais vous êtes membre de ce cadre-là. Mais ce cadre-là, il est pour l'instant, il vient de naître. Et encore, avec quelle difficulté? Ce cadre-là, il n'a même pas un local. Il
nous avons dit, et ça c'est quelque chose que vraiment je reprouve, dans les protocoles d'accord et dans les déclarations du président de la transition, il nous a dit, organisez-vous librement, mettez en place sans pression, sans intervention des personnes. Vous l'avez organisé librement? Bon, nous l'avons fait. Nous avons trouvé... Est-ce que vous n'avez pas eu cette liberté? Non, mais laissez-moi finir. Oui. Nous avons, y compris dans le protocole d'accord, les faits organisés, nous avons fait adopter par l'ensemble des partis signataires. Il y en avait 194. Aujourd'hui, nous sommes autour de 200 partis qui ont signé. Nous avons mis en place également dans les échanges que nous avons eus 51 membres. Et un décret qui a été signé. Nous avons aussi, par consensus, voulu mettre en place un bureau consensuel des partis politiques. Mais après, nous avons eu l'intervention extérieure qui nous a imposé un bureau qui n'est pas celui, et je l'ai dit tout le temps. Non, quand même, président. Non, mais écoutez... Avec vos expériences, non, vous n'allez pas vous dire qu'en ce moment, quelqu'un vous a imposé, non, monsieur le président. Je vous dis, je ne suis pas en train de parler dans un petit bureau quelque part. Je m'adresse d'une manière officielle et publique. On nous a imposé un bureau que ce n'est pas, et je l'ai dit, On vous a imposé un bureau. On nous a imposé un bureau qui n'est pas le nôtre. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, cette carte. Il n'a pas un local. Il n'a pas un budget. Le budget, ça tarde à venir parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce bureau-là. Aujourd'hui, il y a un débat. Ce bureau n'est pas accepté. Et il y a 15 jours seulement que ce bureau a été mis en place. Comment voulez-vous qu'il... Maintenant, il faut courir derrière la Corareg, il faut envoyer ceci. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui ne vont pas, qui vont pas permettre une authentique refondation de l'État. Parce qu'il y a des trafics. On vous dit, organisez-vous librement, vous organisez, vous faites le nécessaire et après, vous envoyez la liste du bureau. On dit non, c'est ça. Et on vient lire la liste là comme ça et que les gens actuellement ne travaillent pas. Mais pourquoi vous n'avez pas réagi, président? Non, mais vous êtes conseiller au sein du cadre national. Mais je vous dis que le débat est en cours. Attendez, d'abord, est-ce que moi je n'ai pas réagi? Si je l'ai dit maintenant, ça veut dire que j'ai réagi aussi ailleurs. Mais une fois que c'est fait, il faut du temps pour remettre de l'ordre. On ne va pas faire comme la Corareg, on va se taire et puis après, d'abord, non. Actuellement, ces bureaux-là ne fonctionnent pas. Je dis bien, ces bureaux ne fonctionnent pas. Je parle devant vous et devant l'opinion. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas d'accord et même le plus haut responsable, il ne vient pas aux réunions. Nous avons organisé 2, 3 réunions, il n'y vient pas. Alors donc, je ne vais pas, parce que c'est un débat interne encore, je ne vais pas là. Mais vous allez voir la suite. Pour le moment, ça ne marche pas parce qu'il y a une, comment on appelle, on est venu de l'extérieur vouloir nous imposer. J'ai dit vouloir, ce n'est pas encore un acquis. Parce qu'il y a une résistance. Et nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour accepter n'importe quoi. Et vous allez voir par la suite comment oui, c'est vrai, cher invité, vous avez exprimé votre ras-le-bol. Maintenant, objectivement, pour une bonne transition et un bon retour à l'ordre constitutionnel, quelles sont vos suggestions? Nos suggestions, c'est qu'il faut appliquer les textes. Parce que là, il y a des textes. Par exemple, nous, on a dit dans notre comment on appelle les textes qui concernent le protocole d'accord, il y a un texte qui dit nous sommes indépendants. Mais le fait qu'on vienne nous imposer des gens de l'extérieur, ben où est l'indépendance? Et c'est pour ça que nous résistons. Et ce que je suggère, c'est qu'il faut que les textes qui sont issus, les recommandations et les résolutions, soient appliqués d'une manière authentique. Il ne faut pas les trafiquer. Il ne faut pas faire semblant. Donc, tout le problème est là. C'est-à-dire, on a dit, tout le monde a approuvé, on a applaudi. Et maintenant, dans la mise en place, la mise en œuvre, ça pose problème. Comme ce qu'on voit dans la Corareg, comme dans d'autres. Comme le fait de mettre la Corareg avant la concertation des partis. Bon, il faut se poser des questions. Pourquoi? Voilà le problème. Donc, si on veut faire une refondation, il faut répartir ce qui s'est passé au dialogue. Et à part de là, se lancer par rapport à ça et être lié par ces résolutions. Mais si on fait autre chose, c'est vrai qu'on va aboutir à autre chose. Voilà ce que je pense. Donc la suggestion, c'est que ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est adopté par le dialogue, il faut l'appliquer. Oui, pas souvent vos suggestions, soit conseil pour un bon retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je pense qu'il faut commencer par que les vieux partis admettent
qui ont fait la politique chez nous, admettent que les choses ne sont plus les mêmes pour une élection. La dernière date de 13 ans. Mais quand vous parlez de vieux politiques, est-ce qu'il n'y a Non, pas de conflit 13 de ans, parce qu'ils ont en tête... Est-ce qu'il n'y a pas conflit de génération? Non, ils ont en tête ces partis, notamment celui-là qui a les manettes, et puis c'est le second, qui commence par râler aujourd'hui, qui ont pris les choses en main, et qui aujourd'hui commence par... Il y a une crise au sommet. On ne sait pas les lendemains, les jours qui suivent. Qu'est-ce qui va nous arriver en termes d'entente et d'harmonie sur la mise en œuvre de ces délices-là. Il faut que les gens oublient de surfer sur les histoires, sur les victoires passées. Le paysage politique tchadien a changé, les acteurs aussi ont changé. Les électeurs qui ont besoin d'un langage autre que ce qu'ils avaient entendu par le parc ont changé. Ce qui fait qu'il ne faut pas se passer de ce phénomène de mode. On a besoin d'associer tout le monde à ces prises de décision à divers degrés. Mais quand on pense que parce qu'on est puissant, on a eu 1 million de députés par le passé, et que l'autre a eu 1,5 million, et qu'on doit coaliser pour pouvoir traîner le reste, par le bout du nez, ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut que ceux qui sont devant nous, parce qu'ils se sont arrangés à pouvoir être là, nous sommes d'accord, mais nous leur concédons d'avoir l'expérience assez fournie et de pouvoir dire déjà dans leur première déclaration qu'ils vont nous conduire à bon port. À bon port pour nous, c'est de chuter sur la remise ou le retour à l'ordre constitutionnel. On leur concède cette ancienneté. Naturellement, on ne peut pas faire du neuf sans le vieux, mais qu'ils comprennent que les choses ont changé. Et qu'ils disent qu'autour d'eux, il y a des gens qui sont là qui ne vont pas leur faire cadeau. Les nouvelles figures politiques, on ne va pas leur faire cadeau. Qu'ils nous assurent, qu'ils ne nous assurent pas, on va frayer notre chemin dans l'Europe. Mais je crois qu'ils ont intérêt à le faire. Je commencerai par la plus haute autorité, qui est le garant de ces résolutions et recommandations. Le président de la République, il faut le nommer comme ça. C'est une institution. Oui. Il faut qu'il veille à ce que ce qui a été décidé là-bas se fasse. Parce que nous voulons envoyer des signaux assez forts pour ceux qui ont traîné les pas à nous rejoindre. On ne souhaiterait pas continuer par éloigner les gens. Mais quand ce qui a été dit est dénaturé, ou du moins est dévoyé, dans sa mise en œuvre, ça pose problème. Donc, c'est juste une petite dose de bonne foi que je souhaiterais pour ceux qui ont pris part au dénis. Le président de la République ne cesse de le répéter dans ses discours. Mais il faut que ça ne se limite pas seulement au discours, qu'il le fasse véritablement, parce que les appels vont vers les politico-militaires, vers les civils, vers les politiques, vers les opposants internes comme externes, de pouvoir prendre le train en marche. Parce qu'on dit que la porte est ouverte et que le dialogue est permanent. Mais vous ne pouvez pas en même temps prôner un dialogue permanent et en train de mettre les embûches sur la mise en œuvre déjà de ce que vous avez décidé ensemble. Vous voyez un peu, cette conarègue-là ne devait pas épouser cette forme. Et tout comme le cadre politique de concertation des partis politiques. On devait faire un consensus et puis organiser aussi la société civile. Parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Il est question d'aller normalement aux sensibilisations pour que les gens s'inscrivent à nouveau en masse sur les registres électoraux, sur les fichiers. Donc, il y a une mise à jour du fichier électoral qui s'impose. Beaucoup de Tchadiens sont morts, certains sont nés, d'autres ont atteint la majorité en âge de voter. Il faut le faire. Mais les gens qui travaillent dans ce sens, c'est vrai, les acteurs politiques sont concernés au premier chef, mais la société civile a en son sein aussi des organes qui le font mieux. Donc, il ne faut pas faire de l'exclusion. Le conseil, le tout premier, c'est d'oublier par le passé qu'on fut très grand. Le deuxième, c'est de penser qu'on est dans un consensus. Le consensus appelle un peu la compromission. Donc, ouvrir ses bras aux autres pour dire, vous, avec votre idée peut-être, avec des petites fautes en raison de votre jeunesse, c'est laquelle on va la corriger pour la mettre dans l'ensemble. C'est comme ça qu'il faut procéder. Mais quand on va vouloir tout avoir pour soi-même, regardez les nominations dans les organes aujourd'hui. Le Tchad est devenu gâteau national. C'est comme si le Tchad va disparaître demain, il faut vite prendre sa part. C'est pas normal. Un État, il est pérenne. Donc cette attitude tendant à la mercantilisation de la vie politique et qui amène les acteurs à se comporter comme aux États-Unis où chaque président vient avec ses fonctionnaires, le contingentement, il faut éviter ça. C'est des Tchadiens qui aussi traînent à côté. Mais quand on aime tout autour pour faire plaisir aux militants, non. On doit faire prévaloir le culte de l'effort et de l'excellence qui a été le maître mot de ce qui a été dit au dialogue. Donc, en le faisant, on regagnera à nouveau
la confiance de ceux qui doutent de ce que nous avons lancé. Oui, en cas d'échec, certainement, les partis politiques de l'opposition qui ne sont pas inscrits aussi dans cette logique de la transition auront certainement raison, ou bien? Non, je ne pense pas qu'ils auront raison. D'ailleurs, je doute fort que ce sera un échec. Échec de la transition? Bon, je ne pense pas que l'échec, il y aura un échec. Il y aura une transition qui ira jusqu'au bout, qui va organiser un référendum, qui va organiser des élections. Maintenant, ça sera critiquable. Mais c'est un échec où il n'y aura pas d'élection, non, je ne crois pas. Mais eux, ils ont tort de ne pas être là. Et moi, je l'ai toujours dit, que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui sont ailleurs, ils parlent à l'extérieur du cadre, des lieux où on demande aux gens de venir dialoguer, et ils ne sont pas là. Ça va changer quoi? Rien du tout. Ils vont parler à côté, ils vont être des marginaux, et c'est que les gens vont appliquer. Les élections, mal ou bien faites, seront appliquées. Alors que s'ils peuvent être là, ils peuvent renforcer pour redresser les choses. Donc ils ne peuvent pas dire que bon, voilà, vous avez les choses, nous allons regarder. Est-ce que ça leur ferait plaisir que le Tchad échoue? S'ils sont vraiment des patriotes, ils aimeraient mettre la bête à la patte pour que le Tchad réussisse. Et c'est ce que nous faisons. Nous autres aussi, nous pouvons, tel qu'on a dit, on pouvait se retirer et être à l'extérieur. On a beaucoup de possibilités. Mais on a dit non. Moi, je suis Tchadien. Il faut être là, avec les Tchadiens, et se battre pour que le Tchad émerge, pour que cette refondation que tout le monde la veut, là, qu'elle puisse réussir. Mais s'ils sont là parce qu'ils sont contents que le Tchad échoue, eh ben, je ne sais pas si c'est vraiment des acteurs politiques qui aiment leur pays. Donc moi, je ne crois pas à l'échec, et je pense qu'ils ont eu tort de ne pas assister jusqu'à présent. Il faut leur tendre la main, il faut leur permettre de venir et de participer, de contribuer au développement du Tchad, y compris sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Chacun a une contribution à donner. Donc on ne peut pas seulement dire non, ceux-là, ils sont là, on souhaite qu'ils échouent, et puis comme ça on va dire, bon, nous on a raison. Mais ils vont gagner sur quelle base? L'échec des Tchadiens, c'est l'échec de tout le monde, y compris eux. Parce qu'à l'extérieur, on ne peut pas dire, bon, les Tchadiens qui sont dedans, ceux qui sont à l'extérieur. Donc je souhaite qu'ils reviennent à la raison et qu'ils participent. Et le fait d'être à l'extérieur, ou d'être ici et dire non, on ne connaît pas la transition, c'est une erreur, c'est du nihilisme, il ne faut pas le faire. Et par ailleurs, je pense que le vis-à-vis l'a relevé. Cette histoire des élections qui sont passées depuis 10 ans, 15 ans, et puis on recommence à utiliser ça comme recette pour organiser les choses. Mais qu'est-ce que vous suggérez? Vous voulez que... Nous, on dit aujourd'hui, il n'y a plus des élections passées, c'est fini ça. Il faut partir sur de nouvelles bases. C'est la transition où on dit qu'il n'y a pas un parti qui a gagné, il y a un parti qui a échoué. C'est le programme du DENIS, donc du dialogue. C'est notre programme, nous tous. Et il faut partir de nouvelles bases où chacun doit maintenant démontrer qu'il a la possibilité d'avoir plus de députés, qu'il a la possibilité d'être élu. Et non pas rester sur des élections qui n'ont pas eu lieu. Et qui, nous autres aussi, nous sommes pénalisés. Ces élections du passé, il y a eu beaucoup de fraudes. C'est pour ça qu'on parle de refondation. Aujourd'hui, les gens se gargarisent. Nous sommes ici, mais il y a des gens qui ont accompagné, avec des moyens considérables, accompagné nos élections. D'autres on a distribué des postes de députés, etc. Nous le savons, moi. Depuis 90. Non, c'est parce que vous n'avez pas peut-être eu de député à l'Assemblée. Non, c'est pas ça. Non, vous êtes peut-être jaloux. Si vous voulez organiser un débat, parce que là, c'est pas le sujet. Nous avons les résultats. Quand vous avez, par exemple, j'étais candidat au Mandoul. Quand on a fait le total, nous étions arrivés à 129%. Et vous pensez que c'est une élection, ça? On a fait le bourrage. À 9h, j'ai demandé déjà à dire, bon, écoutez, on va voir quels sont les bulletins, là, on va regarder. Les gens disent, on a déjà brûlé. Bon, moi, j'ai été candidat au Mandoul. Et on a donné, on a distribué, on s'est entendu avec des gens, on a donné. C'est la règle. Si vous avez une tête qui correspond, on vous donne. Bon, ça, il faut en sortir. C'est pour ça qu'on parle de refondation. Ne dites pas ça. Moi, j'ai des conseillers quand même si je n'ai pas je suis allé seul, le parti est allé seul, mais il a des conseillers un peu partout. Une vingtaine de conseillers, c'est pas rien. Mais les députés, bon, on n'a pas voulu. Moi, on m'a dit, lui, il ne peut jamais être député. Et dès le matin, on m'a téléphoné, on m'a dit en arabe, château. Ça veut dire qu'on l'a battu.
Et moi, à 9h, je viens pour voir les bulletins pour qu'on essaie de... Il n'y a pas de bulletins, on a brûlé. Et les résultats, quand on a fait les décomptes, c'est 128% sur 100. Donc, à vous entendre, donc, à l'époque, en vous suivant, vous insistez maintenant particulièrement sur la transparence. Sur la transparence, c'est pour en ça. se basant maintenant sur cette notion de refondation. C'est pour ça que, bon, là, la question de Korarek, là, est passée. On ira vers un référendum. Oui. Bon ou mauvais, il y aura un résultat. État unitaire ou État fédéral. Mais après, ça ne sera plus de Korarek, parce qu'on l'a dit. Après, il faut que les acteurs politiques, les nouveaux, les anciens, se battent ensemble pour qu'il y ait un organe qui va organiser les élections présidentielles, législatives, etc., un organe authentique qui sera équilibré. Et ça, c'est la bataille qu'il faut mener. Si on se tue maintenant, bon, le référendum, bon, ok, on a eu des erreurs, c'est passé, mais après, si on n'a pas un organe réel, on va arriver au même résultat. On va sélectionner des gens à qui on va attribuer. Et puis, depuis plus de 15 ans, plus de 13 ans, il n'y a pas eu d'élection. Les gens vivent sur une rente qui est passée depuis longtemps, et puis, voilà. Ils disent, non, on a tel député, etc. Et peut-être que s'il y a eu des élections, peut-être qu'ils n'auraient même pas. Et ceux qui n'ont pas eu peuvent en avoir. Donc ça, c'est une réalité. Donc maintenant, les perspectives, là, il faut que les gens se battent. Parce que Victor Hugo a dit, ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Si vous ne luttez pas, ça va être comme Korarek. Korarek, là, bon, on va critiquer, mais c'est parti. Hein. C'est difficile à rattraper. Mais après, les référendums, il faut que les gens se mettent ensemble pour que vraiment les choses aillent mieux et pour que le pays puisse se relever. Et que ceux qui seront élus soient des gens qui soient élus réellement, d'une manière authentique. Parce que si on vous demande, parce qu'il y a des gens qui gargarisent. Moi, j'étais candidat aux élections présidentielles. Moi, je vous donne l'histoire. Moi, j'étais porte-parole des forces vives à l'époque. C'était, jusqu'à présent, il n'y a pas une opposition qui a égalé. Moi, j'étais le plus jeune d'ailleurs, avec les barons, j'ai dit, de l'époque. Beaucoup sont décédés. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Jusqu'aux dernières minutes, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de partis, on était 36. Moi, en tant que porte-parole, on vient voir le président, le maréchal décédé, paix à son âme. À plusieurs reprises, il a voulu me voir seul, j'ai toujours refusé. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller seul, s'il veut, avec une délégation. Les derniers jours, il nous a reçus, entourés des bulletins, hein, parce qu'il fallait partir. En partant, on a dit non. Il était seul candidat. Ça, on a quitté. On est parti à 11h, on a quitté à 13h. Après, j'arrive, on était d'abord arrêté dans mon siège qui était à Régional à l'époque. On a dit, bon, personne n'est candidat. On avait le dossier, personne ne veut aller, personne. Après, vers 15h, le défunt, votre collègue et mon ami d'enfance, directeur de cabinet, m'appelle. Il dit, tes amis, ils disent, bon, sont venus, on a préparé, j'ai dit bien, on a préparé 200 millions dans les cartons. Toi aussi, tu as ta part. Je dis, mais comment? Moi, j'étais tellement sûr que c'est faux que je n'ai même pas essayé de téléphoner à mes amis, là où aller voir. Vous avez compris les 200 millions aussi. Non, attendez. Vous avez pris le secret. Écoutez, moi, j'étais tranchant à l'époque, hein, peut-être que vous étiez plus jeune. Mais si je ne voulais pas aller seul, ce n'est pas pour aller prendre les 200 millions. Moi, je pouvais avoir beaucoup de choses. Donc, je me suis rendu qu'il y a 8 candidats le soir à 20h. Parce que je ne suis pas allé, moi. Je ne suis pas allé prendre les cartons. Mais je me suis rendu qu'à 20h, il y avait 8 candidats. Et ce n'est pas le maréchal à l'époque qui était seul. Parce qu'on dit, bon, comme nous, on avait demandé la table ronde était préalable, suite à la DCP qui a remis en cause les accords, les résolutions de la conférence nationale, on a voulu avoir une table ronde, y compris avec les politico-militaires. Ça n'a pas eu lieu. On a dit, bon, s'il n'y a pas, c'était un préalable, on ne partait pas. Le soir, il y a 8 candidats dans nos rangs et des barons. Il dit non. Il m'a dit, bon, tes amis, il a dit, l'affaire de Jasnabel venir avec des phrases, laissez là-bas, donnez-nous les moyens, on va aller aux élections. Alors ça, c'est quelque chose qui a fait que j'ai dit, bon, si c'est les MPS, moi j'ai fait partie de ceux qui ont fait les documents de base des MPS, avec les défunts Ousmane Gam, Colonel Dasser et autres, à Ouaga. Je connais bien les MPS. Donc moi, j'ai dit, bon, dans ces cas-là, je préfère aller apporter ma contribution. Quand le maréchal m'avait appelé comme invité d'honneur à Gounougaya, je suis allé à la fête du 1er décembre et j'ai annoncé à tout le monde pour être dans la majorité. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été servis d'accompagnateurs et qui se disent, oh, moi j'étais candidat aux élections présidentielles, en sachant qu'ils ne vont jamais gagner, mais au moins,
ils ont eu des moyens pour accompagner. Ça, c'est même parmi les jeunes partis, je veux dire, les barons, c'est les barons, mais les jeunes qui se gargarisent là, on sait comment ils ont été candidats, parce que pour être candidat, il faut avoir les peut-être moyens. pour clôturer cette émission, nous aurons l'occasion de débattre amplement de la question. Bon, peut-être votre dernier mot, quelques secondes, par rapport à cette thématique qui est basée sur le processus électoral, la refondation. Quel enjeu pour la refondation du Tchad? Refondation, je vais juste dire Vous avez quelques secondes? Oui, dire que pour ceux qui font encore de l'attentisme, il n'y aura jamais Tchadien dirigé par les imams, les pasteurs et les prêtres. Il y aura les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. On ne crache pas sur une tribune quand on est un acteur. C'est pour cette raison que nous autres, on a fait le choix d'y être. Et de prendre à témoin le peuple plus tard, parce que nous avons des idées qu'on avait voulu faire valoir, et que par les calculs mesquins, politiques mesquins, aujourd'hui nous sommes en train d'accuser un retard sur le processus, parce qu'il y a un calendrier qui s'impose aux acteurs. On doit aller au référendum normalement d'ici octobre. Doyen Abdraman Djesnabaye, votre dernier mot à nos téléspectateurs, nos compatriotes. Moi, mon dernier mot, je pense qu'il faut qu'ils soient vigilants, qu'ils suivent de près. Je pense que beaucoup ont pris conscience. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont pris conscience que s'ils veulent que leur avenir change, il faut qu'ils s'organisent. Merci, cher invité, pour avoir répondu promptement à notre sollicitation. Et je rappelle que cette émission se tient dans le cadre de la célébration de l'an 2 de la transition. Nous espérons toujours vous revoir à d'autres occasions. Volontiers. Merci. Volontiers. Merci, est toujours disponible. Merci. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau deux acteurs politiques. Il s'agit de Abdraman Djesnabaye, président du parti Alliance tchadienne pour la démocratie et le développement. Et le second invité, nous avons Maître Bongoro Théophile, juriste d'affaires notaire, président du parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad. Cette émission se tient dans le cadre de la célébration de l'an 2 de la transition. Au revoir. Merci.